Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième ou troisième soirée des Journées de microbiologie. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Gilbert Greup de Lausanne. Bon, il vient de Lausanne, mais il a fait c'est quelqu'un d'ici, ne vous inquiétez pas. Donc, d'origine, il venait de Neuchâtel. Et après, il a fait ses études ici à Genève. Et après ses études, il est allé à travers l'Afrique, d'autres pays. Il est allé finalement de nouveau à Lausanne. Il est allé à Lausanne où il est resté. Il a fait un petit détour dans le sud, donc il a fait ses études de médecine ici, et puis après il a fait une thèse en microbiologie à Marseille chez Didier Raoult. Et en fait, là, je pense, il était piqué par une petite bactérie qui ne l'a plus lâché depuis. Donc, en fait, il a fait sa thèse sur une bactérie qui vit à l'intérieur de nos cellules, qui a besoin absolument de vivre à l'intérieur de ces cellules. Et c'est là, en fait, il a commencé, je ne sais pas s'il est là où il a commencé, mais en tout cas, là, il a travaillé sur des maladies ou des infections émergentes par les bactéries. Et c'est là où, en fait, il a probablement noué son amour avec ces petites bactéries qui sont encore son sujet de recherche aujourd'hui. Et avec ce sujet, il a beaucoup de succès. Donc, il a aussi fait, il a fait sa carrière à Lausanne. Il était longtemps responsable du laboratoire de bactériologie ou de microbiologie diagnostique. Et il est devenu chef, comme vous voyez là, directeur de l'Institut de microbiologie et puis chef du service de microbiologie. Donc, il a deux casquettes. Il a la casquette université, recherche, et puis il a la casquette CHUV, donc hôpital cantonal vaudois, où il dirige et est responsable des infections. Donc c'est pour moi un grand plaisir parce que c'est quelqu'un qui nage dans ce sujet tous les jours. Et il m'a dit juste avant de rentrer, il a dit, bon, c'est peut-être la première conférence où il fait, il ne parle pas vraiment de son sujet, mais il essaye de vous donner vraiment un aperçu de ces bactéries qu'on ne connaît pas depuis longtemps, ou peut-être des nouvelles qu'on va connaître, et puis de ce qu'on peut attraper si vous vous promenez dans la forêt, par exemple. Donc, Gilbert, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler chez nous. Ça vient pas. Ok. J'espère. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, j'ai le grand plaisir de vous parler aujourd'hui des nouveaux microbes. Et puis le titre, c'est « Nouveaux microbes, où te caches-tu » si ça vient toujours pas... Voilà, « Nouveaux microbes, où te caches-tu » Donc, je vais vous parler d'abord de ce qu'est un microbe. Les microbes, il y a des parasites, des champignons, des virus et des bactéries. Les parasites, il y en a différentes formes. Il y a les vers et des amibes. Les amibes, c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est une seule cellule, toute simple, toute petite, qu'on peut voir au microscope. Et puis, sinon, il y a des champignons, des levures, des moisissures, comme les moisissures que vous avez sur les pots de confiture, des virus, différentes formes, et les bactéries. Les virus et les bactéries, on peut les voir seulement au microscope. Donc, il a fallu attendre 1683 pour qu'on ait les premiers microscopes grâce à Anton von Leeuwenhoek. Et lui a utilisé cet outil très rudimentaire pour décrire les premiers animalcules. À l'époque, il a appelé ces bactéries qu'il voyait des animalcules, contraction du mot animal minuscule. Et puis Pasteur, 2 siècles plus tard, 1857, a réussi à cultiver ces microbes, et c'est vraiment là le début de la microbiologie. Il les cultivait dans ce qu'on appelle des bouillons de culture, ça veut dire des bouillons extrêmement riches.
Avec ses collègues de cette époque, avec Robert Koch par exemple, il a aussi utilisé les animaux pour cultiver les microbes. Et puis, il a découvert le lactobacille, l'agent qui était responsable de la fermentation lactique. Et il a même découvert après le remède à cette fermentation lactique, qui est la pasteurisation, qu'on utilise encore aujourd'hui pour protéger notre lait de cette fermentation. Par la suite, Robert Koch a fait une autre découverte importante, c'était la notion de culture pure. Et c'est quand même quelque chose d'important. C'est qu'en fait, quand il a vu sur une pomme de terre des bactéries qui avaient poussé, il a vu que toutes les colonies avaient à peu près le même aspect. Et il s'est dit que quand c'est le même aspect, c'est que c'est une culture pure, et quand ça n'a pas le même aspect, c'est que c'est plusieurs bactéries différentes. Donc c'était la possibilité de voir les bactéries sans microscope, et donc c'était un grand pas en avant. Et son disciple Julius Petri a inventé la boîte de Petri qu'on utilise encore aujourd'hui. Et ici, je vous ai mis deux boîtes de Petri qu'on a eues dans notre laboratoire. Une boîte où on voit une culture pure, toutes les petites colonies ici, à l'origine, une bactérie qui s'est multipliée, sont toutes similaires. Et puis ici, vous voyez des colonies toutes différentes. On appelle ça une culture mixte, donc plusieurs microbes. Et en fait, pour traquer les microbes, pour essayer de savoir où ils se cachent, est-ce qu'ils sont présents dans les prélèvements chez les patients, on ensemence ces géloses, ces boîtes de Petri, on ensemence environ 1000 boîtes tous les jours au CHUV et on lit 2000 boîtes par jour parce que simplement on les lit 2 fois. Donc certaines bactéries, et puis c'est celle qui m'intéresse le plus, les bactéries intracellulaires, elles ne poussent pas sur les géloses, elles ne poussent pas sur les bouillons de culture, elles poussent uniquement en cellules. Ici, c'est la bactérie que j'aime bien, je vous avais dit que je n'en parlerai pas, mais il y a quand même une image. Donc, c'est Vadlia, une bactérie qui est proche des chlamydia et donc qui fait partie de la classe des chlamydiés. Et vous voyez la bactérie en vert à l'intérieur d'une cellule en rouge. Et donc, pour cultiver cette bactérie, le seul moyen, c'est d'utiliser la culture cellulaire. Ça veut dire qu'on utilise des cellules c'est ce tapis de cellules, on les met dans ces boîtes de culture cellulaire et on arrive comme ça à faire pousser les bactéries. Alors, les bactéries intracellulaires, on n'arrive pas à les faire pousser sur les géloses ni sur les bouillons de culture, donc il a fallu attendre des épidémies pour les découvrir. À l'époque de Robert Koch, à l'époque de Louis Pasteur, on n'avait pas d'autre moyen de les découvrir qu'ils causent une grosse épidémie. Et donc on a eu une première épidémie en Suisse de psittacose, due à Chlamydia psittaci, en 1880. C'était une famille près de Uster, vers Zurich, qui ont acheté des perroquets d'outre-mer. À cette époque, c'était vraiment un luxe. Et dans cette maison, 4 personnes sont décédées dans les semaines qui ont suivi cet achat. Et donc, un médecin zurichois a fait sa thèse sur le sujet. Il a décrit la maladie. Il a envoyé des fragments de perroquets à l'Institut Pasteur, chez Louis Pasteur. Mais Louis Pasteur n'a eu que des contaminations et n'a pas réussi à cultiver avec ses bouillons chlamydia. Il a fallu attendre une deuxième épidémie pour découvrir cette fois l'agent. On a découvert dans un premier temps la maladie en 1880 et l'agent de cette maladie, Chlamydia psittaci, a été découvert en 1929 lors d'une grande pandémie avec près de 300 morts, une pandémie à peu près similaire à la grippe aviaire qu'on a vécue il y a quelque temps, qui a vraiment terrorisé l'Europe en 1929. La psittacose, c'est une zoonose, ça veut dire que c'est une maladie qui est transmise naturellement des êtres humains, des animaux aux êtres humains. Donc en fait, elle fait suite à l'exposition à des animaux. Et donc la plupart de ces bactéries intracellulaires sont des zoonoses et sont souvent difficiles à diagnostiquer. Et c'est des maladies émergentes parce qu'on a un peu changé nos comportements. On est plus souvent avec des animaux de compagnie ou tout simplement en balade en forêt. Il y a une autre zoonose transmise par l'air, comme Chlamydia psittaci, qui s'appelle la fièvre Q. La fièvre Q, elle est due à Coxiella burnetii. C'est une autre bactérie intracellulaire qui ne pousse pas sur les bouillons de culture et qu'on doit aussi utiliser la culture cellulaire. La fièvre Q a été aussi découverte lors d'épidémies à Brisbane, en Australie, en 1935. À l'époque, donc, c'était une vraie question, et donc ils ne savaient pas pourquoi tous les gens faisaient de la fièvre et pourquoi les troupeaux de moutons avaient des problèmes
de santé. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça la fièvre Q, Q pour question, pour query en anglais. On a eu en Suisse 2 épidémies significatives, en 1983 au Val-de-Bagne, et puis plus récemment dans le Lavaux, on a eu 14 cas, 14 personnes qui ont été infectées, touchées par la maladie, aussi liées à une exposition indirecte aux moutons. C'est toujours ou souvent une exposition indirecte parce que cette bactérie peut être transportée par le vent et infecter les gens à distance. Il y a des maladies, des zoonoses qui sont transmises par inoculation et un des exemples, c'est la maladie de griffe de chat, une bactérie, Bartonella. Elle peut être transmise par une petite griffure de chat ou bien par une petite piqûre de puce de chat. Et à ce moment-là, après une petite lésion d'inoculation, on peut avoir un gros ganglion qui pousse et qui fait mal. Et à ce moment-là, on va voir le médecin et il pourra vous aider. Morsure de rat, leptospire, morsure de chat, Pasteurella, vous voyez que ces animaux de compagnie, ils nous réservent des tas de surprises. Puis enfin, il y a les vecteurs arthropodes, on a parlé tout à l'heure des tiques, il y a les puces et les tiques. Alors je vous propose de parler un tout petit peu plus des tiques et peut-être une question, est-ce que vous connaissez une maladie transmise par les tiques? Si vous avez vu le petit dépliant que vous avez devant votre table, vous avez probablement une idée. La maladie de Lyme, c'est celle dont on parle dans le dépliant, c'est une zoonose. La fréquence est accrue parce qu'on a une augmentation des activités à l'extérieur, on a plus de proximité entre les animaux et les êtres humains, et puis aussi parce que les laboratoires diagnostiques comme le nôtre se sont améliorés au fil des années, et donc maintenant on arrive mieux à poser un diagnostic quand quelqu'un souffre d'une maladie. La maladie de Lyme est due à une bactérie qui est spiralée, on appelle ça une spirochète, c'est une sorte de spirochète, mais son nom c'est Borrelia burgdorferi ou d'autres Borrelia. Il y a même une Borrelia qui s'appelle Borrelia valesiana parce qu'il a été découvert par un collègue valaisan, Olivier Peter, et donc on a donc une Borrelia suisse valaisane. On a un risque bien sûr si on se promène en forêt, si on fait du camping, du VTT, si on travaille en forêt ou on fait des travaux agricoles où on va s'exposer aux tiques. Alors les tiques, c'est intéressant, il y a 3 stades de développement. Et à chaque stade de développement, elles font un long repas. Le premier stade, c'est les larves. Ce sera un repas un peu plus court parce qu'elles ont un moins gros estomac. Et puis, les adultes, eux, vont manger pendant 6 à 10 jours un très long repas avant de mourir. Vous voyez, à la fin d'un repas complet, une tique adulte engorgée de sang peut être vraiment très grosse. Et puis, si vous vous intéressez vraiment aux tiques, vous pourrez noter qu'il y a seulement 6 pattes chez les larves et qu'il y en a 8 chez les nymphes et les adultes. Donc ça vous permet de savoir finalement quel stade c'est. Si c'est très gros, c'est un adulte. Et puis ici, il y a 4 paires de pattes, on sait que c'est une nymphe. Ces tiques arrivent à rester longtemps comme ça à manger parce qu'elles ont une sorte d'éperon qui s'appelle l'hypostome, qui se fiche dans la peau. Ici, c'est une coupe de la peau et on voit vraiment qu'elle est bien crochée dedans. Et donc la tique pourra rester longtemps crochée et en plus vous ne la sentirez pas parce qu'elle va être extrêmement discrète pendant son repas pour pouvoir profiter de vous pendant une bonne semaine. Alors elle pique avec ça et puis elle tranche un tout petit peu les tissus avec ses 2 lèvres latérales qu'on appelle les chélicères. Donc si vous voulez dire j'ai été mordu par une tique, vous pouvez, c'est les chélicères qui ont fait le travail. Vous pouvez dire aussi j'ai été piqué par une tique. Moi, ça m'est égal, on peut dire l'un ou l'autre, à mon avis. Donc, tique du genre Ixodes, c'est le vecteur de la maladie de Lyme. Environ 10 à 50% des tiques sont infectées, ça varie de région en région, mais donc, ce n'est pas toutes les tiques qui vont vous mordre ou vous piquer qui sont dangereuses. Et puis, en plus, ce n'est pas forcément qu'elles vont vous transmettre la maladie. Il y a différents animaux qui sont réservoirs de cette maladie. Et puis, l'infection, elle se fait lors du repas sanguin, mais elle se fait après un certain temps. Le risque de transmission est accru si la tique reste attachée durant plus de 24 heures. Donc l'idée, c'est, si possible, chaque soir en rentrant d'une zone à risque, rentrant de vos balades en forêt, en montagne, etc., c'est de regarder, vous examiner pour essayer de voir s'il y a une tique. Et s'il y a une tique, vous pouvez simplement utiliser cette carte à tique que vous avez dans le dépliant pour l'enlever ou éventuellement, sinon, utiliser une pince, vous voyez ici l'exemple,
et il faut bien désinfecter après retrait de la tique. Il n'y a pas forcément besoin d'un antibiotique. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mis ici sur cette diapositive, l'infection survient seulement dans moins de 3% des expositions aux tiques. Ça veut dire, d'abord, il n'y a pas toutes les tiques qui sont infectées, et ensuite, il n'y a pas tout le monde qui, c'est pas parce que vous avez été mordu par une tique infectée qu'elle va vous transmettre. Et vous voyez cette petite rougeur ici, ça c'est la rougeur qui est liée un petit peu au produit que la tique met, une sorte d'anesthésique pour qu'elle puisse rester dedans, mais ça c'est pas du tout dangereux, c'est pas signe que vous avez déjà l'érythème lié à la maladie, la rougeur liée à la maladie. Donc il ne faut pas vous inquiéter s'il y a une rougeur qui survient immédiatement lors de la piqûre. Par contre, si plus tard, après 3 à 30 jours, vous avez ce qu'on appelle l'érythème migrant, à ce moment-là, c'est bien de consulter. L'érythème migrant, c'est quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est une rougeur ici. On en voit une autre ici. Donc, ça peut être à plusieurs endroits, ça peut bouger. Et puis, la taille peut être variable. Ça peut être petit, ça peut être plus large. Et c'est tout à fait indolore, ça ne gratte pas. Et ça survient donc tardivement après l'infection. Je vais rester avec les tiques et vous raconter une autre histoire. Et pour cette histoire-là, on va partir en voyage tous ensemble en Afrique du Sud. Un très beau pays qu'on va découvrir avec cette dame qui est partie en voyage avec son mari. Ils ont été dans ce parc national ici et ils ont été dans un endroit qu'adorent les tiques, c'est ces herbes hautes. Et puis depuis ces herbes hautes, tac, elles peuvent sauter sur les mammifères qui passent par là, y compris les êtres humains. Donc ils ont voyagé avec ce genre d'outils. Ils ont été de Cape Town au Swaziland. Au Swaziland, ils ont vu des rhinocéros et des girafes. Ils ont vu aussi des tiques. Un des rhinocéros s'est débarrassé de la tique en se grattant contre des bois morts. Et donc, il n'y avait pas de doute qu'ils ont pu être exposés. Et puis, quelques jours après, ils ont présenté de la fièvre et des boutons. Et tous les deux ont présenté de la fièvre et des boutons. Donc, comme tous les deux avaient présenté fièvre et boutons, quand ils sont venus me voir, c'était relativement simple, la médecine c'est relativement simple. Si vous avez de la fièvre et des boutons, c'est une fièvre boutonneuse. Donc c'était une fièvre boutonneuse, fièvre, maux de tête, boutons. Et puis il y a une chose qui est très typique de la fièvre boutonneuse, c'est la tache noire, l'escarre d'inoculation. C'est là où la tique a piqué. Et puis des fois, l'infection se fait par les vaisseaux lymphatiques et puis vous avez des gros ganglions qui gonflent, un peu comme on a vu avec la maladie des griffes de chat tout à l'heure. Donc ici, vous avez la tache noire qui est un petit peu plus guérie, quelques jours plus tard. Mais si vous avez plusieurs taches noires, ce qui arrive de temps en temps, et ce qui est arrivé dans cette situation, vous avez plusieurs taches noires et vous avez 2 personnes en même temps qui ont la maladie. On sait non seulement que c'est la fièvre boutonneuse, mais on sait que c'est la fièvre boutonneuse africaine. Parce que la fièvre boutonneuse africaine, elle est due à une tique particulière, amblyoma, qui sont le CO2 qui est exhalé par les mammifères, qui est exhalé par les antilopes, par les zèbres, par les humains, touristes et guides qui viennent nous montrer tout ça. Et donc, comme ils sentent le CO2 des mammifères, ils vont tous venir ensemble, attaquer et vous piquer. Donc vous aurez des cas groupés. Et donc ça m'arrive, on a eu à la polyclinique un groupe, 5 personnes, ils avaient fait le voyage ensemble, ils sont tous venus, ils avaient tous la fièvre boutonneuse africaine. On a eu ce couple, donc c'est vraiment des cas groupés et plusieurs tiques. L'autre fièvre boutonneuse qu'on a souvent et qu'on rencontre souvent aux polycliniques, aux urgences, c'est une qui est due à une autre tique, Rhipicephalus, un nom compliqué, sanguineus. Et donc Rhipicephalus sanguineus n'aime pas les êtres humains, il préfère les chiens. Alors il pique rarement les êtres humains. Or, si vous avez été piqué, vous n'avez pas de chance. Et donc, il n'y a pas de cas groupés où c'est rare et vous n'avez pas plusieurs taches noires. Donc, pour les médecins, c'est de nouveau assez facile. On peut savoir que c'est une fièvre boutonneuse. En fonction du nombre de taches noires, on saura quelle espèce c'est. Finalement, vous voyez que la médecine, c'est assez sympa, assez facile. Et les manifestations de la maladie sont influencées par le comportement de la tique. Donc, en fonction de la tique, si elle sent le COD des mammifères, la maladie sera différente. Je vous donne un 3e exemple, parce que je les aime bien, c'est Rickettsia. Ces 3 sont dus à des bactéries qui s'appellent les Rickettsia. Ce n'est pas les mêmes espèces. Ça, c'est la Rickettsia slovaque.
elle est transmise par une tique qui s'appelle Dermacentor. Vous voyez, il est encore plus affreux que les autres. Et ce Dermacentor, il est souvent dans les buissons. Et il va sauter sur les cheveux des petits-enfants quand ils vont jouer à cache-cache dans les buissons, dans la forêt. Et parfois aussi dans les cheveux des adultes, comme ici. Et ça va faire un escarre d'inoculation qui n'est pas visible. Alors la seule chose qu'on verra, c'est le ganglion. Et c'est pour ça qu'on appelle cette maladie Tibola, ce qui veut dire ganglion transmis par des tiques. Alors cette tique Dermacentor, elle adore les cheveux. Donc si vous la mettez sur la peau d'un professeur, elle ne va pas piquer le professeur, elle va attendre d'arriver dans les cheveux, donc elle grimpe, elle continue son ascension, et puis là elle se trouve à un endroit qui lui plaît, elle pourra bien se cacher, et puis là alors elle commence vraiment à faire son nid, et voilà, elle est en train de faire son repas, donc là il n'y a pas de doute, c'est le professeur Brookie, un collègue qui a accepté qu'on lui mette la tique sur lui. Et là, vous voyez, pour retirer la tique, donc il faut prendre vraiment très proche. Elle ne tenait pas trop fort, ça allait. Et vous voyez de nouveau l'allure de cette tique. Il va bien. Les tiques définissent les manifestations cliniques et la répartition géographique de la maladie. Donc ça, c'est la conclusion, c'est qu'on a vraiment un impact parce que ces tiques seront à différents endroits. Donc, il y a certaines tiques qui se trouvent en Afrique, d'autres qui se trouvent en Europe, et cette tique-là, Rickettsia slovaca, on la trouve par chez nous. Je voudrais changer de sujet complètement, on va quitter un peu les zoonoses et les bactéries des tiques, et puis je vous propose de parler des microbes présents dans l'eau. Alors ça, c'est mon fils il y a longtemps, quand il jouait dans le bain, et donc vous voyez qu'on est exposé à quelque part à l'eau quand on prend une douche, quand on va prendre une baignade, quand on fait du ski nautique, etc. Et puis on est exposé à l'eau aussi si on utilise les humidificateurs ou les systèmes de climatisation. Donc finalement, ces microbes dans l'eau, même si on ne boit pas l'eau, peuvent quand même nous poser problème. Et c'est ce qui est arrivé avec une autre bactérie intracellulaire, une autre de ces bactéries non cultivables ou difficiles à cultiver, Legionella pneumophila. Elle a été découverte en 1976 lors d'une épidémie qui est survenue à Philadelphie dans un hôtel lors d'une convention d'anciens légionnaires. Et c'est pour ça que la bactérie s'appelle Legionella, parce que c'était dans ce contexte qu'on a découvert la maladie. Et vous voyez que c'était assez dramatique, 221 malades et 34 décès chez ces anciens légionnaires. Et même le Time en a fait sa couverture, puisque les microbiologistes avaient des difficultés à découvrir finalement quel était l'agent qui avait été aussi dévastateur à cette époque. Alors ils ont essayé bien sûr les bouillons de culture, les géloses et tout ça, mais ça ne marchait pas. Et donc finalement ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inoculé des morceaux des poumons des gens qui étaient décédés à des cobayes, à des cochons d'Inde. Et puis ces cochons d'Inde, certains sont devenus un peu malades, pas trop, mais ont cultivé en fait la bactérie, comme à l'époque de Louis Pasteur. Et puis par la suite, en 1977, ils ont réussi à cultiver en culture cellulaire cette bactérie. Il a fallu encore attendre plusieurs années avant que la gélose qu'on utilise aujourd'hui pour cette bactérie soit développée. Cette gélose contient des cofacteurs, des différents produits qui permettent la culture de cette bactérie. Donc la légionnelle est particulière, elle se trouve dans l'eau, et elle se trouve dans l'eau associée aux amibes. Les amibes, ce n'est pas les amibes qui vous font la gastroentérite amibienne, la diarrhée, c'est des amibes qui se trouvent dans l'eau, qui se trouvent dans tous les robinets en général, ou la plupart, c'est très fréquent. Vous voyez, on a regardé aux chuves, on avait des échantillons d'eau des robinets de l'hôpital avec des amibes, des échantillons sans amibes, et si vous aviez des amibes présents, on avait plus de chances de trouver des légionnelles. Donc ça veut dire que ces amibes peuvent être pleines à craquer de bactéries. Chaque petit bâton ici, c'est une bactérie, ici aussi en vert, et elles servent de réservoir. Les amibes, c'est un véritable réservoir pour les légionnelles, et ça a été découvert 4 ans après l'épidémie, et on pense que ces amibes se sont développées dans le système de climatisation de l'hôtel.
elles peuvent se retrouver, ces amibes, dans les réseaux d'eau, dans les tuyaux d'eau. Ici, vous avez une coupe d'un tuyau d'eau schématisée. Vous avez tout ce qu'on appelle le biofilm, ça veut dire un peu toutes ces choses qui s'incrustent dans les parois des tuyaux d'eau. Et puis, votre eau potable qui arrive par votre robinet va passer par là. Vous avez les amibes sous deux formes. Une forme qui se réplique, qui se divise, et une forme de kyste qui survit au chlore et aux désinfectants. Alors, à l'intérieur de ces amibes, vous avez ces petites bactéries rouges et vous pouvez avoir une amplification, une multiplication grâce à ces amibes qui servent aussi de niche de réplication, de division. Donc, Légionelle, c'était quand même une grosse histoire. Et puis, un peu comme Légionelle, il y a une autre bactérie qui s'appelle Parachlamydia. Elle a aussi été découverte lors d'une épidémie. C'était une épidémie de fièvre, de toux, dans une imprimerie aux États-Unis. Il y a eu une quarantaine, soixantaine de personnes touchées, certaines très mineures, c'est pour ça que... Mais il y a eu quand même 35-40 personnes qui avaient fait une bonne pneumonie, une bonne atteinte respiratoire, et ils ont décidé donc de regarder dans l'humidificateur. Ils se sont dit, peut-être c'est de nouveau une légionelle. Ils n'ont pas trouvé de légionelle, mais ils ont trouvé dans l'humidificateur des amibes, et dans une de ces amibes, il y avait une bactérie qui s'appelle Parachlamydia. Alors, cette bactérie se multiplie dans les amibes. Ici, vous voyez en vert la bactérie dans l'amibe. Elle peut vraiment proliférer de manière importante. Elle peut infecter les cellules qui défendent contre les infections qu'on appelle les macrophages, et puis des cellules humaines des poumons qu'on appelle les pneumocytes. Donc, ça veut dire qu'elle peut se trouver dans vos poumons et elle peut résister à la défense, potentiellement. Alors, elles ont tout pour créer des pneumonies. Donc, on a documenté, en fait, 3,6% des gens avec pneumonie à Lausanne ont souffert de cette bactérie. Donc, c'est quand même un petit pourcentage, mais ça veut dire que, comme la légionelle, elle peut vraisemblablement causer des maladies. Pour vérifier si réellement elle peut causer des maladies, en recherche, on essaye de confirmer ce qu'on pense en confirmant chez l'animal. Est-ce qu'on peut, chez un animal, si on l'inocule, causer finalement une pneumonie? Et vous voyez ici le poumon. Normalement, le poumon, il y a de l'air, il y a des trous et il y a de l'air. Et ici, il n'y a plus du tout d'air, tellement il y a d'infection. Et avec la bactérie, vous avez un effet très néfaste sur les souris. Et donc, ça confirmait le rôle de cette bactérie dans la pneumonie. Ici, vous voyez aussi cette bactérie colorée en rouge dans les poumons. Et puis ici, avec le microscope, on voit les bactéries dans une de ces cellules pulmonaires. Donc, en résumé, légionelle, Parachlamydia peuvent être associés aux amibes, être dans l'environnement, s'adapter dans l'environnement à cette amibe qui est présente dans vos réseaux d'eau, et puis ensuite, quand elle arrive dans votre corps, qu'elle rencontre le macrophage qui défend contre les infections, elle peut y résister parce qu'elle aura fait des millénaires d'adaptation, des milliers d'années d'adaptation en cohabitant avec les amibes. Donc, d'autres bactéries résistantes aux amibes pourraient aussi survivre aux macrophages. Et donc, on s'est dit, plutôt que d'attendre la prochaine épidémie, ce serait intéressant de faire une coculture avec ces amibes, d'utiliser en fait ces petites bêtes, les amibes, comme cellules pour cultiver les bactéries intracellulaires. Alors, c'est très simple, on inocule les échantillons sur des amibes. Si les amibes survivent, c'est qu'il n'y avait probablement pas une bactérie très méchante. Et si les bactéries sont lysées, ne survivent pas, c'est qu'il y a peut-être une bactérie ou un virus. On a appliqué ça à différents échantillons qu'on a pris dans les usines de traitement d'eau, dans les réseaux d'eau, des échantillons provenant de patients, notamment des échantillons respiratoires, et on a regardé ce qu'on pouvait trouver. On a trouvé des nouvelles espèces. Une espèce, on l'a appelée l'étoile de Lausanne. Simplement, on l'a trouvée dans l'eau de la rivière Llobregat à Barcelone. Donc, du coup, on n'a pas appelé l'étoile de Lausanne, mais Estrella en espagnol. Criblamydia sequanensis a été trouvé dans l'eau de la Seine, comme le nom l'indique, Sequana, c'est la Seine. Et puis, on est spécialiste des bactéries, on aime beaucoup les bactéries, mais par hasard, on a trouvé aussi des gros virus, des virus qui ressemblent à des bactéries, qui sont immenses, et on en a appelé un Lausanne virus.
Et puis l'autre qu'on n'a pas encore publié, on a décidé de le baptiser Dolivirus. Dolivirus, on a beaucoup hésité. Il a un peu une forme de citron. Donc d'abord, on l'avait appelé Citronella virus. On a cherché beaucoup de noms. Mais on a trouvé que c'était plutôt une forme d'amphore. Et puis il y a des amphores qui s'appellent les dolium. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait Dolivirus. J'espère que vous accepterez ce nom. Donc, avec ces différents virus, nouvelles espèces, on essaye de savoir si ils survivent aux macrophages, si les patients sont infectés ou pas, et si finalement ils pourraient faire du mal éventuellement à nos petites souris. Donc, en fait, c'est toujours la même question, est-ce que ces nouvelles espèces sont dangereuses ou pas? Et ça, c'est toujours une question qui reste ouverte. J'arrive déjà à quelques dias de conclusion, mais rassurez-vous, il y en a beaucoup. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux microbes pathogènes. Donc, et ça, c'est dû au changement de mode de vie. On vit différemment, on est plus exposé aux animaux, on a des climatiseurs, des humidificateurs, des tas de gadgets technologiques. On voyage beaucoup, on va dans tous les pays. Et puis, on a aussi une globalisation. On a des aliments qui nous viennent de différents pays où ces aliments peuvent être souillés, contaminés, etc. On a aussi de nouveaux outils. Grâce à la recherche, on a développé des nouveaux outils. Et même si beaucoup de ces nouveaux microbes sont découverts encore aujourd'hui lors d'épidémies, on peut mettre en place des nouvelles méthodes de culture. Et donc, dans nos groupes de recherche, on utilise des cellules de poissons, des cellules de moustiques, des cellules de papillons, toutes sortes de cellules qui nous passent par la tête, bien sûr des cellules d'amibes. Et puis, on utilise aussi des techniques, ce qu'on appelle génie génétique ou biologie moléculaire, pour essayer de découvrir des microbes nouveaux. On fait aussi du séquençage haut débit, donc regardez qu'est-ce qui se trouve dans l'échantillon en séquençant tout ce qui s'y trouve comme microbes. Donc grâce aux nouveaux outils, on découvre de nouveaux microbes. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui, pour différentes raisons, ont des défenses immunitaires réduites, que ce soit suite à une greffe, suite à un cancer avec une chimiothérapie. Donc dans ces situations-là, on est un petit peu plus à risque de microbes et il y a aussi plus de microbes pour ces raisons. Donc, 3 raisons principales d'avoir un peu plus de microbes: changement de mode de vie, nouveaux outils et immunosuppression accrue. La deuxième conclusion, c'est que c'est important de faire un peu de prévention. Donc, c'est bien que vous soyez attentifs, surtout pour cette dia. On peut, par exemple, pour les maladies transmises par les animaux, éviter de s'exposer inutilement. Si vous avez un oiseau mort, peut-être réfléchissez avant de commencer à l'examiner sous toutes les coutures, parce que potentiellement ça peut être dangereux. On le disait à l'époque de la grippe aviaire, de ne pas toucher les oiseaux morts. Je pense que c'est quelque chose qui me semble encore raisonnable. On a eu une petite épidémie due à la psittacose. Vous vous rappelez, donc la psittacose, c'est l'agent qui est transmis par les perroquets. Et on a eu une épidémie à Lausanne, au parc Maurepas. C'est passé dans les journaux, il n'y a pas de secret. Il y a eu à ce moment-là des perroquets qui sont décédés de leur psittacose. Et un de ces perroquets a été examiné par quelqu'un sans précaution, sans masque, et cette personne a acquis la maladie. Donc c'est comme ça que j'ai été au courant qu'il y avait une épidémie chez les perroquets, parce que je ne suis pas vétérinaire. Donc c'est ce qui m'a permis d'apprendre un peu plus sur la psittacose. Mais donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Et puis, cette personne, elle a eu la psittacose, mais elle ne le savait pas. Elle a été voir son médecin et elle ne lui a pas raconté qu'elle avait examiné l'oiseau. Le médecin ne lui a pas demandé non plus, d'accord? Et puis, donc, si une fois vous avez de la fièvre, n'oubliez pas de raconter les contacts avec les animaux, ça peut aider. La maladie de Lyme, les rickettsia, on a parlé d'éthique. Eh bien, pour prévenir, il faut s'auto-examiner, il faut éviter de laisser les tiques trop longtemps. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi prévenir les piqûres de tiques. Il y a certains produits qui peuvent permettre peut-être de réduire un peu les piqûres. Mais surtout, vous pouvez, quand vous allez vous promener dans certaines zones, simplement mettre les pantalons dans les chaussettes, comme Tintin, ou faire d'autres manières et éviter les shorts courts. Les bactéries d'amibes, on peut faire attention à avoir de l'eau qui est bien traitée. Donc, heureusement, les compagnies responsables prennent leurs responsabilités, donc on n'a pas trop de soucis. Faire des maintenances des systèmes de climatisation. Si vous avez un humidificateur, faites attention, nettoyez-le régulièrement.
Ça, c'était les conclusions. Maintenant, j'aimerais juste encore garder un regard vers l'avenir. On peut essayer aussi de traquer des microbes qui ne causent pas des infections. Parce que souvent, on dit les bactéries, ça cause des infections. Mais la microbiologie, ce n'est pas une sous-spécialité des maladies infectieuses. C'est une sous-spécialité de la médecine en général, de la biologie. Donc, c'est une science en soi, une science spécialisée où on ne s'occupe pas que des petits chouchous des infectiologues, mais on s'occupe aussi de bactéries qui peuvent causer de l'asthme, par exemple. Chlamydia pneumoniae paraît être associée à l'asthme. Une bactérie qui peut intéresser les gastro-entérologues, ceux qui s'occupent de votre estomac, Helicobacter pylori est associée à l'ulcère d'estomac et associée éventuellement au cancer d'estomac dû à l'inflammation. Lactobacillus fermentans peut causer ou pourrait causer l'obésité, un excès de poids. Il y a d'autres raisons à ça aussi. Et puis, il y a toute une série de microbes qui peuvent être associés avec le cancer. Et donc, c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que les microbes, ce n'est pas que des agents de maladies infectieuses. Alors, comment est-ce qu'on peut découvrir le rôle de ces nouveaux microbes? On peut le faire en faisant des séquençages. On séquence tout ce qu'il y a, par exemple, dans votre tube digestif. Puis, on regarde si vous êtes gros, est-ce que vous avez les mêmes microbes que si vous êtes maigre? Ou bien, on peut cultiver tous vos microbes du tube digestif. Mais ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a tellement dans votre ventre qu'on préfère séquencer. Donc, en séquençant, ils ont détecté un certain nombre de bactéries qui font grossir ou qui pourraient faire grossir. Alors, une fois qu'on a toute cette liste, on se dit, ouais, mais est-ce que c'est vrai? Et alors, il faut en prendre une après l'autre et puis il faut tester. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Je vous donne juste l'exemple de lactobacille. Il était suspect de faire grossir et ils ont infecté 2 poussins. Ces 2 poussins qui sont nés le même jour de la même poule. Et vous voyez qu'ils n'ont plus du tout la même taille. Alors, vous allez vous dire, oh là là, le pauvre ici doit être malade, il est tout chétif, il est tout petit. Non, celui-ci, c'est celui qui n'a pas été infecté. Il est en bonne santé. Celui qui pose problème, c'est l'autre, là. Il est un peu gros, il est obèse. Et vraiment, après les quelques semaines qui ont été laissées à ces poussins pour grandir, celui-ci est tout à fait normal. Et ça montre, en fait, de manière expérimentale, que certaines bactéries peuvent être associées à une prise de poids. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup pour ce magnifique tour d'horizon des maladies infectieuses et puis bon, d'autres maladies à la fin qui sont aussi dues à des bactéries. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Excusez la naïveté des questions. Il y en a une. Est-ce que ça fait partie de vos combats, vous, hommes de science, d'étudier comment des filtres sont efficaces pour les eaux? J'ai utilisé plusieurs filtres en Asie. Il y en a qui étaient à charbon. Et quand je vois votre tuyau, ça m'inquiète sur l'efficacité. Faut-il avoir des filtres même pour l'eau du robinet? Première question. La deuxième, est-ce que vos combats concernent aussi le nocosomial? Et troisième question, est-ce que ça concerne aussi des maladies aussi affreuses que l'onchocercose? Merci. D'accord, donc je vais commencer par la première question. Donc, effectivement, on a eu des collaborations avec Suez Ondeo, qui est une compagnie qui fabrique de l'eau dans une quarantaine de pays dans le monde. Et donc, c'est dans le cadre de ces collaborations qu'on a étudié l'eau de la Seine ou l'eau de la rivière Llobregat en entrée d'usine, que ce soit chez Agbar, Agua de Barcelona ou d'autres. Et on a comparé donc différents filtres et différentes techniques de nettoyage de l'eau. Donc, l'ozonation, par exemple, est quelque chose de très bien. La chloration, ça ne marche pas toujours, surtout s'il y a des amibes. Et puis les filtres, alors il y a des filtres, différents types de filtres. Souvent, si les eaux sont assez sales, ils vont mettre plusieurs filtres successifs, y compris le filtre à charbon en amont. Le filtre à charbon se contamine souvent avec des bactéries et des amibes, donc vous aurez un filtre qui sera finalement un nid, où vous aurez l'amibe qui se nourrit sur les bactéries, et d'autres bactéries intracellulaires qui, elles, survivront aux amibes. Normalement, une amibe, elle aime manger
les bactéries, c'est un prédateur de bactéries, elle se nourrit comme ça. Et puis, il y a des bactéries intracellulaires qui ont trouvé le truc, comme les légionnelles, pour éviter ça. Alors, ça, c'est la première. Dans le Gange, j'ai jamais osé voir l'eau du Gange même filtrée. Même les gavials, les crocodiles ont crevé. Oui. Alors, c'est clair que les filtres, ça dépend toujours quel filtre, mais même avec un filtre d'ultrafiltration, on a des problèmes. Donc, on a vu que parfois, ces filtres ultrafiltrants, ils peuvent avoir un petit trou ou des difficultés. Donc, il faut toujours rester prudent, même quand c'est ultrafiltré, c'est